au regard de ce que venait de dire Tariq Ramadan, qui confirmait justement que la violation de l'espace aérien par avion d'un pays constitue bel et bien un acte de guerre. Alors la question, c'est, même si ça semble être une question à plusieurs inconnus, Gamal Abina, la question demeure quand même: qui voudrait déclarer la guerre à la Centrafrique? À qui profite de crime? C'est la question que je lui posais. Mais selon vous, qui aurait le mobile ou les mobiles pour le faire? Préciser une chose. Dans un débat, dans une émission de débat, on attaque évidemment les idées de la personne, mais pas la personne. Ça, c'est une réalité. Ça, je m'inscris dans une logique. J'ai fait un débat contre Le Pen, contre tout un tas d'intervenants. Le débat autorise la discussion peut-être houleuse, mais par contre, il n'autorise pas l'invective et l'insulte. Donc tout à l'heure, j'ai entendu que j'étais misogyne, ce qui était complètement ridicule. J'ai entendu plein de bêtises comme celle-là. Je précise à nouveau, Madame Larbaoui n'aime pas Nasser pour des raisons personnelles qui la regardent. Moi, je m'en tiens juste à une analyse factuelle des choses. Je suis pas dans une posture là pour ou contre, ça ne m'intéresse pas. Donc dans ce débat-là, par exemple, on prend l'exemple de la question que vous venez de poser, je ne veux pas vous dire que la France a attaqué évidemment la Centrafrique. Évidemment que ça profiterait à la France de déstabiliser un pays duquel elle a été littéralement chassée avec la présence russe. Je ne vais pas vous dire qu'on va éviter de penser que Touadéra, le président centrafricain, a failli être assassiné plusieurs fois et que le concours de la Russie lui a évité ce sombre sort, que la République centrafricaine a failli finir dans une guerre civile, on se rappelle, Balaka, anti-Balaka, CDK, les FACA, enfin les forces armées gouvernementales. Ça a créé un environnement extrêmement toxique dans ce pays, qui est un pays qui est un grand enjeu en Afrique et qui est très riche aussi, il faut le rappeler. Ça, je vais expliquer simplement que je pense, à titre personnel, qu'il est probable, et même très probable, que l'action d'une force étrangère, sans doute la France, ait été liée à cette attaque, qui est quand même une attaque qu'il fallait mener dans des circonstances compliquées, parce qu'un avion en pleine nuit avec un repérage, des cibles à atteindre, tout ça c'est quand même une technologie qu'il faut maîtriser, ça ne se fait pas comme ça, il faut du renseignement. Donc il est probable que des forces étrangères soient à la manœuvre, très probable, on dit ça part du Tchad, enfin le Tchad n'a pas les moyens de ce genre d'attaque, et en plus pourquoi le Tchad attaquerait, c'est la question qu'on peut se poser. Donc oui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi l'Afrique est redevenue un champ, enfin redevenue, et encore plus on dira, elle n'est pas redevenue, puisqu'elle a toujours été un champ de bataille, entre les blocs Est et Ouest, en substance, entre le bloc occidental et le bloc chino-américain. Et bien simplement parce que, effectivement, tout se concentre là-bas et que les richesses sont là-bas, que c'est le plus grand continent du monde, que c'est un continent en devenir, que toute la croissance va se faire là-bas et qu'évidemment, tous les besoins du reste du monde doivent être satisfaits par ce que l'Afrique produit. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est idéologique, évidemment, c'est la perte de prestige des Français dans la région. On se rappelle quand même que c'est ce qu'on appelle l'ancien empire français, que ce soit Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, qui est largement remis en question avec ces manifestations multiples de populations qui ne veulent plus entendre parler de la présence des militaires français dans la région. On l'a vu au Burkina, on l'a vu au Mali, au Niger. Et en règle générale, ça se finit par souvent, malheureusement, des morts, puisque les militaires français, lorsqu'ils passent et qu'ils ne peuvent pas passer, tirent sur la population. Ça, on l'oublie aussi assez souvent. Donc oui, ces questions sont posées. Alors, je ne les pose pas en termes idéologiques. J'essaie d'apporter les choses, enfin, d'aborder les choses de façon raisonnable, sans faire Madame Irma, sans faire de devinettes. Je ne regarde pas une boule de cristal pour savoir ce qui se passe sur le territoire. Et je tiens à préciser aussi une autre chose, puisque je suis algérien de naissance. Tout à l'heure, j'ai été déni dans mon origine, que je travaille avec les télévisions algériennes, c'est visible partout, ça n'est pas de problème. Que j'ai à cœur la réussite de l'Afrique et de mon pays, bien évidemment, et que je ne peux pas accepter ce genre d'invective un peu stupide parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan des idées et on ne partage rien avec une Larbaoui, qu'elle me classe d'un côté du camp terroriste et de l'autre côté du camp Nasser, qui serait terroriste aussi. Ça n'a aucun sens, c'est pas très réfléchi, pas très mesuré. Mais ça démontre une chose, c'est que le débat est parfois, pour certaines personnes, soit difficile, soit inexistant, preuve en est, elle est partie. Donc je tiens à préciser qu'on peut ne pas être d'accord sur le plan des idées, ça ne fait pas de nous des ennemis, et que si elle se positionne comme ennemie, malheureusement, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas discuter, tout simplement. Moi, je ne cherche pas à avoir des ennemis, j'ai autre chose à faire, mais j'attends quand même un minimum d'intelligence et de réflexion dans ce qu'on dit. Et je disais tout à l'heure, quand on fait une analyse de situation, l'émotion peut arriver, peut être légitime, mais je me détache de l'émotion pour essayer de donner l'analyse la plus sérieuse possible. Et lorsque l'émotion prend le pas sur l'intelligence, à ce moment-là, le débat est impossible. Donc c'est important de le rappeler. Donc aujourd'hui, devant les téléspectateurs, il faut se souvenir que ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est quels sont les enjeux, pourquoi les gens agissent, quels sont les objectifs, et surtout, il faut se détacher du caractère émotionnel, parce que l'émotion interdit la réflexion et interdit donc d'avoir la possibilité d'avancer intelligemment. Et c'est en cela que je répète à nouveau, effectivement, qu'aujourd'hui, dans une émission de débat, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit se respecter. Là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. D'accord. Gamal Abina, est-ce que vous pouvez revenir sur vos explications concernant...
Oui, je sais que Linda est revenue. Merci à vous d'être revenue, Linda Labawi. Je reste avec vous, Gamal Abinam. On pose la question parce que tout à l'heure, Tariq Ramadan a dit que pour l'instant, on n'a qu'une seule source qui nous dit voilà, un avion a largué des explosifs à Bangassoa, c'est Bangassoa, justement, Bosango, en Centrafrique. Et la question, justement, pour les Africains, les nombreux Africains, je reste encore avec vous, Gamal Abina, les nombreux Africains qui se posent justement la question, parce que vous, en tant qu'analyste, en tant qu'expert, pour éclairer la lanterne de ces derniers, même si la question reste une question à plusieurs inconnus, est-ce que quelque part, au vu de la réaction ou alors de la non-réaction des autorités centrafricaines sur cette question, est-ce qu'on peut comprendre que les prochains jours dans ce pays pourraient davantage être, je dirais, plutôt froids? Peut-être est-ce que la Centrafrique aura peut-être des relations froides à un certain moment avec un certain nombre de pays? Pour l'instant, ils ne sont pas clairement identifiés. Mais est-ce qu'une fois, parce qu'ils ont dit qu'ils vont aller vers les juridictions pour tenter d'établir les responsables de cet acte-là, après une enquête, alors au terme de cette enquête, selon vous, que va-t-il se passer? Il faudra pour ça de faire exactement comme là-dessus. Je considère que pour éviter une effusion de sang entre les pays frères, que ce sont des frères quoi qu'il arrive, parce que les dirigeants ne seraient peut-être pas d'accord, il vaut mieux passer par le volet pour judiciariser l'enquête, vérifier, établir quelles sont les responsabilités, qui est à la manœuvre, et ces enquêtes peuvent être menées froidement, calmement, et ne pas tomber dans le piège. C'est arrivé avec le Mali, il y a eu effectivement cette histoire d'avion avec les 49 mercenaires, et les Maliens n'ont pas répondu militairement au pays qui les a envoyés, la Côte d'Ivoire. Ils ont répondu par une action en justice avec l'ONU, des enquêtes. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils ont interpellé ces fameux mercenaires. Ils ne sont pas tombés dans le piège d'une guerre de confrontation entre deux pays africains parce que c'est le pire scénario possible. D'abord parce que les peuples qui les constituent sont opposés à cela. Et ensuite parce que les dirigeants, qui souvent sont des dictateurs, ne représentent qu'eux-mêmes. Et bien là, c'est pareil. Ils ont pris le choix de l'enquête. Pourquoi? Pour établir les responsabilités. Et il faut établir les responsabilités. Ne pas accuser le Tchad, parce que beaucoup ont été échaudés dans l'histoire. Je parlais d'émotion tout à l'heure. Beaucoup étaient en train de dire il faut y aller, il faut attaquer le Tchad, comme il fallait attaquer la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas faire ça. Les dirigeants sont intelligents. Ils ont choisi de faire une enquête pour que l'ONU et que des enquêteurs établissent ces responsabilités pour faire arrêter ce genre d'action. Ensuite, moi j'ai toujours dit, on ne doit pas être attaqué, évidemment, il faut être capable de défendre son espace aérien. Donc il faudrait évidemment que les Centrafriques aient un système de détection, d'interception d'avions étrangers qui voudraient l'attaquer. Ça, c'est nécessaire. Un avion qui viole l'espace aérien, qui n'a pas l'autorisation là et qui est militaire, doit être abattu. C'est normal, ça s'appelle la défense. Mais par contre, ne surtout pas tomber dans le piège de la surenchère de la guerre, ça, c'est pas possible. Donc c'est vrai que la judiciarisation du débat est essentielle, ça permet de montrer d'abord qu'ils sont civilisés, c'est le cas, et surtout de montrer qu'ils ne tombent pas dans un piège grossier tendu par d'autres forces étrangères. On a déjà vu d'autres pays se faire la guerre pour beaucoup moins de ça. On a vu ce qui s'est passé en Éthiopie avec le Tigré. Fort heureusement, l'Éthiopie n'a pas été atomisée, mais tout de même, le risque était là. Eh bien, le Tchad a choisi sans doute une stratégie qui ressemble à la stratégie intelligente des Maliens. Il n'est pas tombé dans ce piège. Il a décidé de passer par le volet judiciaire et par les enquêtes pour établir la responsabilité et pouvoir dire qui a fait quoi. Et c'est en ça que je ne vais pas vous dire qui a fait quoi. L'enquête le dira. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut facilement imaginer que l'intérêt de l'ex-puissance coloniale française dans la région n'est pas absente de cette agression. Ça, c'est évident. Afrique Média. Le monde, c'est nous.